Voici l'ancienne ministre de la Santé des USA et voici le nouveau Robert F. Kennedy Jr. avec un physique impressionnant à un peu plus de 70 ans. Il arrive à faire des tractions. Et avec cette ancienne ministre, eh bien, on avait des anciennes recommandations nutritionnelles avec une pyramide alimentaire reposant quasiment essentiellement sur les glucides avec une tendance à la végétalisation. Alors, ce n'est pas cette personne qui les a mises en place, mais elle les a poursuivies. Et sous l'impulsion de Kennedy, on est passé sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du bon sens. Et bizarrement, eh bien, la personne qui fait preuve de bon sens affiche elle aussi une santé physique qui a l'air plutôt bonne, alors qu'ici, ça ne respirait pas la santé, la bonne santé métabolique. C'est pas une question de style ou quoi que ce soit, mais c'est que ça respire pas la santé métabolique. Alors, on est passé de cette pyramide. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va décortiquer les nouvelles recos alimentaires américaines et on va voir pourquoi ça a son importance pour nous en France et ce qu'on peut en faire aussi, ce qu'on peut en faire pour, eh bien pour peut-être mieux manger, se rassurer sur ce qu'on fait déjà ou pas. Donc voici de quoi on est passé. Voici l'ancienne pyramide alimentaire. Donc elle a bougé depuis 92. Je vais descendre un petit peu. Mais on était sur quelque chose avec une base qui reposait sur les glucides, les céréales et avec beaucoup de végétaux. Une très très grande place pour les végétaux, les fruits dans l'alimentation et une très petite pour les bonnes sources de graisse et les protéines. Et on voit que en avançant, ça s'est pas arrangé, c'est resté vraiment dans cette veine-là, dans cette mouvance-là, avec des protéines qui étaient mélangées même aux protéines végétales, donc comme si elles étaient équivalentes. Et on est passé après sur MyPlate. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a en France de l'assiette équilibrée. Hein. On la connaît, cette assiette, où on a un demi ici qui est alloué aux végétaux, quels qu'ils soient végétaux et fruits. Ici, on a un quart qui correspond aux glucides dans leur ensemble. Et ici, on a un quart qui correspond aux protéines, mais dans les protéines, on mélange les protéines animales et les protéines végétales, et dans ces protéines, on privilégie souvent les protéines maigres, et on demande de manger pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, donc de vraiment limiter, et tout ce qui est viande grasse, on met de côté. Donc ça, c'était ce qu'on avait jusqu'à récemment, jusqu'à ce que Kennedy arrive au ministère de la Santé américain et qu'il fasse bouger les choses sous son impulsion. On est passé à cette nouvelle pyramide. Donc vraiment, hein, si on reprend cette pyramide, eh bien dans un sens, on lui a mis la tête en bas pour avoir ça. Et on va aujourd'hui la décortiquer ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça peut se traduire dans notre vie de tous les jours assez simplement. Ce qui est bien avec cette pyramide, c'est qu'on revient au bon sens. On arrête les calculs d'apothicaire avec 100 grammes de ceci, là tu vas manger 30 grammes de pain avec une lamelle de d'emmental allégé en gras. Là, à midi, tu vas manger un yaourt allégé avec des produits transformés. Enfin, on était sur ce genre de truc. Aujourd'hui, avec cette pyramide alimentaire, on a ça va influencer le monde, hein, faut pas se leurrer. On va revenir à quelque chose qui fait appel au bon sens.
et qui laisse plus la place à notre intuition, plus la place au produit brut qu'à de la pseudo-science où on va systématiquement se tourner vers des produits qui contiennent 35 ingrédients et qui sont transformés ou qui sont mis en remplacement de ce qu'on mangerait normalement. Alors on va descendre un petit peu, donc ça c'est le site qu'ils ont fait pour faire la promotion de cette pyramide, realfood.gov. Donc je l'ai traduit en français pour que ce soit plus simple. Donc voilà, ils disent que l'Amérique est malade, les données sont claires. D'ailleurs j'en profite pour faire un truc, c'est que je vais aller sur mon compte LinkedIn et vous montrer qu'il n'y a pas que l'Amérique qui est malade. Hop, ça c'est des données de santé qui ont été publiées dans le Parisien avant-hier, le 14 janvier, et où on voit que de plus en plus de personnes sont obèses en France. Bon, c'est pas, vous le savez sans doute, c'est pas une surprise. Mais bon, là on a les données et ça arrive en suivant les recommandations alimentaires actuelles françaises, le PNNS actuel, à savoir ce truc-là. Donc nous aussi, on a de l'obésité, du surpoids qui augmente, on a l'obésité infantile qui augmente, les cas de diabète de type 2 explosent, les cas de foie gras même chez les enfants et ados, ça augmente beaucoup. Donc nous aussi, en termes de maladies métaboliques, on n'est pas en reste. Et ça, c'est depuis qu'on a mis en place les recos alimentaires. Je ne dis pas que c'est de leur faute à elles. Et d'ailleurs, je pense que je terminerai par vous lire le post que j'ai fait, puisque justement, j'explique bien ce truc-là. Pourquoi les gens n'arrivent pas à suivre ces recommandations alimentaires. Parce que souvent, sur le dos des gens, on met le fait que s'ils n'arrivent pas à suivre les recos alimentaires actuels, c'est par manque de volonté. Peut-être qu'à un moment, si on en est là, nous aussi, c'est qu'il faudrait, comme viennent de faire les Américains, remettre en question cette pyramide alimentaire, remettre en question la théorie, la suprématie de la théorie des calories entrantes et des calories sortantes comme étant toutes équivalentes et comme si les aliments n'avaient pas un réel impact sur notre métabolisme et sur nos hormones, comme s'ils ne jouaient pas le rôle finalement de messager, comme si 500 grammes de Nutella c'était équivalent à 500 grammes de viande rouge ou de brocoli. Voilà. La théorie des calories entrantes et sortantes, c'est peu importe ce que tu manges, tant que tu es en déficit calorique, tout va bien. Malheureusement, on voit que ça a rapidement ses limites. Donc je reviens au site. Donc l'Amérique est malade, les données sont claires. Donc là ici, on voit 50% des Américains souffrent de prédiabète ou de diabète. C'est vraiment beaucoup. Mais bon, je pense qu'en France, nous, on suit la tendance. J'avais déjà regardé, alors on n'est peut-être pas à ce chiffre-là, mais la prévalence, elle augmente. Et les cas sont de plus en plus nombreux. Et en plus, on sait par les travaux du Dr Kraft que... j'essaie de me centrer un peu mieux. On sait par les travaux du Dr Kraft que la résistance à l'insuline elle-même, elle est largement sous-diagnostiquée. Quand c'est diagnostiqué, c'est que ça fait déjà longtemps que le processus est à l'œuvre. 75% des adultes déclarent souffrir d'au moins une maladie chronique. Et aux États-Unis, 90% des dépenses de santé sont consacrées au traitement des maladies chroniques, dont une grande partie est liée à l'alimentation et au mode de vie. Et en France, c'est exactement la même chose pour nous. Il suffit de vous poser avec un médecin généraliste pour comprendre que ce qu'ils ont, les maladies qu'ils traitent au cabinet, dans leur cabinet, c'est quasiment que des maladies métaboliques issues du mode
de vie. Alors bon, moi je suis en couple avec un médecin, un médecin généraliste, donc forcément j'ai les données à la source, mais pas que. Il y a une certaine époque, j'ai coaché pendant 2 ans en coaching sportif une médecin qui était dans mon secteur géographique. Et donc on discutait souvent, et c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, moi, par rapport à... elle a une cinquantaine d'années. Elle me disait que par rapport au début où elle exerçait, les maladies qu'elle voyait aujourd'hui, elle ne les voyait pas au tout début de son activité. Et ces maladies-là, c'est les foie gras, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et toutes les conséquences derrière que ça engendre sur les systèmes. Faut comprendre que le diabète de type 2, c'est vraiment un truc qui va abîmer tout le système micro et macrovasculaire, qui va s'attaquer à tous ces systèmes-là. Donc on va avoir une défaillance cardio, des vaisseaux qui se bouchent, des problèmes potentiellement de cécité, des organes qui vont lâcher comme les reins. Ça peut conduire aussi à des amputations, ça empêche de bien cicatriser. Donc il y a plein de problèmes connexes au diabète de type 2. Et donc les médecins en France ne traitent quasiment plus que ça. Je fais un raccourci, mais en tout cas, ils en ont de plus en plus au cabinet. Si vous êtes médecin généraliste et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre impression, dire si je dis n'importe quoi ou si vous confirmez. Après tout, c'est vous qui détenez la bonne réponse là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est l'écho que j'en ai eu. Donc, finalement, au niveau santé métabolique, les Américains sont peut-être quand même plus avancés que nous dans la catastrophe, mais nous, on suit. On les suit de près. Allez, on poursuit. Donc là, on voit qu'il nous parle de cette fameuse pyramide alimentaire dont je vous ai parlé. Pendant des décennies, nous avons été induits en erreur par des recommandations qui privilégient les aliments ultra transformés et nous nous sommes aujourd'hui confrontés à des taux de maladies chroniques sans précédent. Et d'où viennent ces recommandations ? Elles se sont construites sur des possibles intérêts économiques. On ne va pas refaire l'histoire. Si ça vous intéresse, regardez comment a été financée l'American Heart Association, qui a participé quand même à établir les recommandations alimentaires. Après, il faut s'intéresser aux lobbies, notamment les lobbies de céréaliers, des protéines végétales. Nous, en Europe, on a actuellement, avec la tendance à la végétalisation totale de l'alimentation, puisque c'est ce qu'on voit, on le voit chez beaucoup même de diététiciens qui poussent plus qu'avant, je trouve, en tout cas c'est mon impression, plus qu'avant à se tourner plutôt vers des protéines végétales que des protéines animales. On sent que dans les cursus de BTS diététique, on pousse vers ces recommandations-là, et on sait qu'au niveau de l'Europe, il y a des gros lobbies à ce niveau-là, au niveau de la viande de synthèse et même des protéines végétales. Et si je ne dis pas de bêtises, la personne qui a fait le Nutri-Score, elle est un petit peu dans cette mouvance-là. Donc bref, on a eu des recos alimentaires qui ont été faites, qui ont été poussés par des intérêts économiques et par des études scientifiques frelatées, notamment avec les fameuses études du pape de la nutrition, Ansel Keys, avec son étude sur les 7 pays. Enfin, il en a éliminé beaucoup, dont la France. Donc, on est parti sur ces recos-là avec moins de protéines, moins de gras et surtout moins de graisses saturées, puisque on s'est dit à ce moment-là, on a vu une corrélation entre la consommation de graisses saturées et d'accidents cardiovasculaires. Attention, la corrélation ne veut pas causalité. Il faut bien se le mettre en tête. Mais bon, on s'est arrêté à cette corrélation et on s'est dit, ok,
on va arrêter de consommer les produits bruts, les protéines, on va remplacer le gras par de la margarine, on va remplacer une grosse partie de l'énergie par des produits céréaliers. Et voilà comment on en est arrivé là. Et donc, voilà, pour la première fois, ils dénoncent les dangers de l'alimentation ultra transformée. Et ils reconstruisent un système défaillant à partir de zéro en s'appuyant sur des données scientifiques rigoureuses et sur le bon sens. Alors, certains et certaines sont déjà en train de pleurer dans les chaumières. Non, c'est pas de la science, mon Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez des études déjà sur l'alimentation cétogène qui va plus loin que cette pyramide, et il y en a plus de 6000. Le problème des études qui couvrent l'alimentation moderne, c'est qu'il y en a en quantité astronomique. Donc forcément, quand vous avez plus de lobby, plus d'argent pour réaliser plus d'études, on va vous dire que c'est plus puissant. C'est juste qu'il y a plus d'oseille sur certains marchés pour produire plus d'études et financer les recherches de chercheurs. C'est surtout ça, en fait. Donc, la science, il y en a des deux côtés. C'est juste que là, on a décidé d'arrêter d'écouter qu'une partie, mais d'inclure les autres, celles aussi avec des données probantes. Parce que des données probantes, il y en a dans les deux. On a des études scientifiques qui montrent qu'une alimentation relativement équilibrée, avec peu de sucre, qui est quand même riche en glucides, mais avec peu de sucre, ça peut donner des bons résultats. Mais on a aussi des bons résultats avec une alimentation riche en protéines animales de bonne qualité, riche en graisses saturées et avec exempte de produits transformés, de sucre. Voilà. Après, là-dedans, il y a une notion d'hygiène de vie globale à prendre en compte. Il y a une notion de gestion du stress, d'environnement, de sommeil et de tout ce qu'on va faire autour de l'alimentation. Il ne s'agit pas que d'un aliment isolé, c'est tout dans son ensemble et c'est même la qualité d'un aliment. Il ne s'agit pas de viande et de viande, c'est quelle viande je vais manger. Est-ce que c'est un poulet qui vient d'Ukraine qui est nourri exclusivement au grain que je vais manger, ou est-ce que c'est un poulet qui a gambadé, qui s'est nourri de manière autonome et qui a picoré des vers. Ça, par exemple, c'est même moi, c'est pas des produits auxquels on a accès, puisque l'ensemble, au mieux, on a des poulets qui sont enrichis, qui mangent un petit peu des graines de lin, qui sont à l'extérieur, mais la plupart, ils sont nourris au grain. Mais bon, celui qui est élevé en plein air en France, il sera quand même de meilleure qualité en termes de composition nutritionnelle que celui qui vient d'Ukraine élevé en batterie ou qui a été congelé il y a de ça 6 ans. Vous voyez la logique. Donc c'est aussi une question de c'est pas est-ce que je mange plus de viande, c'est quelle viande je vais manger, quelle huile, quelle matière grasse je vais consommer et quelle est la provenance et la qualité des aliments que je vais mettre en place. C'est important de le comprendre avant qu'on aborde cette nouvelle pyramide alimentaire parce que c'est crucial. Quand on réduit un petit peu la variété des aliments, c'est important de se focaliser sur la qualité de ceux sur lesquels on va se concentrer. Allez, la nouvelle pyramide alimentaire. Allez, on découvre ensemble. Hop, et vous voyez que les céréales complètes, eh bien, elles ont la tête en bas. Elles sont arrivées en bas de la pyramide. Donc, qu'est-ce qu'on a à la base de notre pyramide ? On a ici les protéines animales, la viande rouge, le fromage, le poulet, les produits de la mer, les produits laitiers. On a les végétaux. Alors ici, on voit qu'on a légumes à feuilles, carottes. On a quelques fruits. Okay, mais on voit que les baies sont représentées et elles sont même ici un petit peu plus haut que les autres fruits. Donc effectivement, on va être là sur cette logique-là, on va être un peu plus dans
la mouvance cétogène, dans la logique cétogène bien fait avec des produits bruts. Ensuite, on va avoir un peu plus bas les oléagineux, les protéines végétales, et ensuite on va avoir les céréales complètes qui vont représenter une toute petite partie. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Produits laitiers et graisses saines. Nous mettons fin à la guerre contre les protéines. Chaque repas doit privilégier les protéines haute qualité et riches en nutriments provenant de sources animales et végétales associées à des graisses saines issues d'aliments complets tels que les œufs, les fruits de mer, les viandes, les produits laitiers entiers, les noix, les graines, les olives et les avocats. En apport protéique, on a 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le maintien de la masse musculaire. Alors, il me semble que dans tous les cas, les niveaux de protéines sur l'ancienne pyramide étaient inférieurs. Et puis, atteindre ce niveau de protéines avec des protéines végétales, pour avoir un spectre complet, c'est pas évident. Il faut en manger beaucoup, la digestibilité, la digestion de ces protéines végétales, c'est pas tout le monde ne les digère bien, et l'assimilation, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout biodisponible comme ce qu'on a dans les protéines animales. La petite remarque que j'aurais à faire, après il faut se focaliser sur la logique qui est la bonne, qui est vraiment la bonne, et c'est pas une critique négative, c'est que ici, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que il faut se concentrer aussi sur tous les spectres de protéines auxquels on va pouvoir accéder. Ici, on a une côte de bœuf, donc c'est bien. On voit qu'on a une côte de bœuf et qu'on a de la viande hachée. Donc, moi, je lis ça dans les lignes. Je vois ici viande maigre et ici viande grasse. Déjà très bien. Là, on a le poulet entier, ce qui veut dire qu'on a morceau maigre, le blanc, morceau plus gras, la cuisse. On le voit avec la peau. Donc, ça veut dire plus de gras. Mais pour aller plus loin que ça, il faut qu'on se concentre sur l'entièreté des protéines qu'on va pouvoir manger. C'est-à-dire que si on prend par exemple un bœuf, eh bien, on va le consommer de la tête à la queue. Okay, et entre ces deux extrêmes-là, eh bien, on a toute une variété de protéines, dont les abats. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger des abats à tous les repas, mais ça veut dire qu'il faut en inclure. Là, il parle aussi des fruits de mer. Donc, en fait, c'est que on ramène de la variété dans les protéines animales. On ne se concentre plus que sur les filets de poulet et les filets de dinde. Et ça, je peux vous dire que j'ai eu... je compte plus, mais je crois que j'ai eu entre 3 et 4 000 appels depuis 5 ans que je fais du coaching d'hygiène de vie et de perte de poids. Je peux vous dire que c'est systématiquement ce que j'entends. Donc des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids, qui sont bloqués, qui ont une alimentation saine, qui respectent stricto sensus cette pyramide alimentaire avec les glucides complets, les fruits à chaque repas, peu de fromage, s'il y a des produits laitiers, c'est allégé, les produits sont allégés en graisse, on fait très très attention au niveau de gras, et les protéines, quand on en mange, c'est que du maigre, rien de gras. Eh bien, je peux vous dire que ces personnes-là sont toujours en galère de perte de poids, puisqu'elles m'appellent. Donc là, c'est bien, on sort de cette logique-là, pardon. Et pourquoi c'est bien de sortir de cette logique-là? Parce qu'avec les protéines grasses, on va avoir une satiété sans égale. Mais c'est réel. Et je vous invite à essayer. Vous prenez par exemple une côte de porc, vous la faites bien, vous faites bien fondre le gras pour que ce soit agréable à manger. Quand vous allez manger donc la chair plus le gras,
Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup. Parce que le gras de porc, ça vous envoie un message de satiété, c'est assez violent. Vous arrêtez vite de manger. Et vous avez plus faim jusqu'à la fin de la journée avec ça. Contrairement, alors je dis pas que les protéines maigres ne rassasient pas, elles rassasient, mais elles rassasient moins. Elles rassasient moins, et si on n'en mange pas, eh bien les protéines végétales, elles vont avoir plus d'impact souvent sur la glycémie et sur l'insuline. Donc je ne vais pas vous refaire le topo, j'ai plein de vidéos qui expliquent ça, et je vous invite à parcourir ma chaîne. D'ailleurs, j'ai encore oublié de vous dire de vous abonner, de liker, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Mais avec ces protéines grasses, on va vraiment avoir un game changer au niveau de la satiété et aussi en termes d'apport de gras. Et si on inclut moins de glucides quand on apporte des protéines grasses, en fait, quand le but c'est pas d'enlever un truc et de pas le remplacer, c'est-à-dire de faire de l'hypocalorique, non, c'est si on réduit la part de glucides, ce qui est le cas dans cette pyramide, eh bien, on va augmenter la part de gras. Et comment on fait? Eh bien, avec cette protéine grasse, on augmente la part de graisse, de bonnes sources de graisse, et notamment de graisse saturée, donc une graisse qui va apporter une très 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 forte satiété. Donc, on voit aussi qu'on a le lait entier, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc aux États-Unis, c'est pas nouveau, il y a quand même déjà des gens qui se concentrent, ils ont accès à des bons produits laitiers aussi. Aux États-Unis, c'est vraiment le meilleur ou le pire. On peut avoir le pire, mais il y a aussi le meilleur, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir du bœuf entièrement à l'herbe et du lait caséine A2 entièrement aussi à l'herbe, ce qui en fait des produits d'excellente qualité et en plus pour pas extrêmement cher. Donc là ici, on nous conseille le lait entier non pasteurisé. Nous, on en a aussi en France sous la marque Gaborit. J'en connais pas d'autres, mais la marque Gaborit, on a du lait entier de vache gerçaise, caséina 2 non pasteurisé. On a aussi du beurre de la même marque. Alors il y en a, on en trouve un peu moins souvent parce que c'est un peu pris d'assaut, mais on en a. Donc là, ils remettent au goût du jour ces produits, et ça c'est pareil. On a un peu fait la tête aux produits laitiers, alors que ça peut être des très très bonnes sources de nutriments pour ceux qui les tolèrent bien. Et notamment, on tolère mieux des produits qui n'ont pas trop été touchés que un produit laitier qui a été homogénéisé, presque cuit comme de la colle, dont on enlève en plus les parties plus nutritives et il nous reste que, entre guillemets, la protéine et encore. Voilà, quand on prend le 0%, là c'est de l'eau, c'est pas bon et ça file assez vite. Mal au ventre, je peux vous le dire. Je peux vous dire pourquoi d'ailleurs, parce que ça m'arrive des fois de faire des publicités où je fais des comparaisons entre deux produits et j'achète donc un fromage blanc grec gras et j'ai le 0%. Et comme j'aime pas jeter, je dois le bouffer ce truc-là. Je peux vous dire que, c'est dégueulasse et que ça me file mal au bide parce que je le tolère moins bien que celui qui est pas trafiqué et qui a gardé tout son gras. Bon, après, effet placebo ou pas, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on remette les produits laitiers non pasteurisés entiers au goût du jour. Et pareil pour le fromage. Bon, nous en France, sur ça, si vous vous tournez vers des sources AOP, j'avais contrôlé pour le comté déjà, par exemple, le comté, vous vous tournez vers du AOP, c'est issu de vaches nourries à l'herbe, la collecte elle est faite à proximité et le processus de fabrication est vraiment nickel. Donc c'est en vous tournant vers les AOP, ça pour ça, des fois je suis très critique sur ce qu'on fait en France, mais là par contre pour le coup sur les AOP, on a quelque chose de bien, donc vous pouvez y aller. Allez, on passe à la suite. Les légumes et les fruits. Donc ici, on voit qui nous disent les légumes
et fruits sont essentiels à une alimentation saine et équilibrée. Consommez une grande variété de fruits et légumes entiers, colorés, riches en nutriments, en privilégiant la fraîcheur et en limitant au maximum leur transformation. Donc là, on voit encore une fois que on nous parle de transformation. D'ailleurs, sur les protéines, pareil, on voit pas d'aliments transformés. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ces protéines, il faut les consommer brutes. Pareil pour les légumes, on évite de trop transformer les choses. Moi, je vous conseillerais là-dedans, si vous mangez des fruits, de vous concentrer sur les baies en saison, de pas manger des fruits tout le temps. On n'est pas forcément censé en manger en hiver. C'est pas parce qu'on a des pommes, des poires que vraiment dans la nature c'est disponible à ces moments-là sans technique d'agriculture. Ça poussait pas vraiment quand il n'y avait pas d'agriculture. Donc se concentrer sur ces éléments-là. Selon l'alimentation que vous avez, après vous faites ce que vous voulez. Moi je suis sur un cétogène, donc je consomme rarement des fruits. Ça m'arrive de temps en temps, je consomme une pomme, une poire, ça me fait plaisir. Mais ça ne fait plus partie de mon quotidien. Ça a plus tendance, moi, à me donner de l'appétit, là où j'ai pas besoin d'avoir de l'appétit, parce que j'en ai assez naturellement. Et donc si vous avez des soucis à perdre du poids, et des soucis de santé métabolique, voilà, allez-y mollo là-dessus et concentrez-vous plutôt sur les légumes à feuilles et les légumes peu glucidiques. Donc là, ici, on en a une représentation de ce côté-là avec la courge butternut. Ensuite, on voit les céréales complètes. Les céréales complètes sont recommandées. Les glucides raffinés sont à éviter. Privilégiez les céréales complètes riches en fibres et réduisez considérablement votre consommation de glucides raffinés et transformés qui ne vous apportent pas de véritables nutriments. Alors, pour ça, attention à la qualité de ces glucides-là et tournez-vous vers des produits bio, sourcés. Parce que sur les produits complets qui sont pas... alors quand je dis bio, c'est non traité, hein. C'est pas forcément du bio. Vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas bio, mais qui va être non traité. Parce que selon d'où ça vient, hein, on peut avoir du pesticide qui s'accumule sur justement l'opercule des aliments, des céréales complètes. Et ça peut être plus délétère qu'autre chose. Sachant que si vous voulez vous rapprocher d'un low carb ou d'un cétogène, cette céréale complète, okay, que ce soit céréale complète ou là il y avait une patate, un peu plus haut sur la case d'avant, patate ou patate douce. Si vous mangez une pièce de viande grasse, que vous remplissez votre assiette d'un légume peu glucidique et que dessus vous mettez du beurre, de la crème, de l'huile d'olive, 2 à 3 cuillères à soupe, vous aurez plus faim. Vous n'aurez pas besoin d'inclure la céréale complète. Ce ne sera pas une obligation. Donc là, c'est pour ça que c'est en bas de la pyramide et ce n'est pas obligatoire. Là, ils l'ont inclus. Pourquoi ici on a cette pyramide alimentaire ? Parce qu'ils ont essayé de contenter tout le monde. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut et dire moi je fais comme ça, donc tout le monde doit faire pareil. Ils ont essayé de contenter tout le monde, d'avoir un consensus sur cette pyramide. Donc c'est pour ça qu'on a encore la présence de glucides. Et dans les proportions qu'ils présentent aujourd'hui, il va y avoir déjà de nets progrès. Donc voilà, manger de vrais aliments, c'est ça qu'il faut retenir. Que vous soyez en keto ou pas, en low carb ou en alimentation méditerranéenne, même si elle n'existe pas, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Mangez des produits bruts, cuisinez-les un minimum dans votre quotidien. Ça, c'est vraiment un conseil game changer parce que ça bouscule vos habitudes. Ça va changer votre manière de voir votre alimentation et au fur et à mesure, vous allez vous habituer. C'est parce qu'il y a une question aussi de logique de ce à quoi notre œil est habitué. Au début, si vous avez l'habitude de manger des quiches, des pizzas,
des pâtes en sauce, des cakes. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Bon, j'ai pas d'autres exemples, mais si vous avez l'habitude de manger beaucoup de produits qui sont même transformés maison, quand vous allez vous retrouver avec un bout de côte de bœuf et du brocoli dans votre assiette et rien d'autre, vous allez vous sentir un peu seul au début. Vous allez vous sentir un peu seul. C'est pas que vous allez avoir faim, hein. Quand vous allez manger ça, vous allez plus avoir faim, mais vous allez avoir votre œil, votre cerveau va avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Votre satiété vous dira, elle, autre chose. C'est ça qui est bien, c'est que ça change. Le cerveau, il s'adapte assez vite quand il voit que la satiété, elle est au rendez-vous. Mais ça nécessite de faire de la répétition. Hein, c'est comme si derrière j'ai des... Hop, elles sont là. Derrière j'ai des guitares. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare correctement, eh bien, il faut s'y coller tous les jours, faire des exercices tous les jours, ce que je ne fais plus, ce que je ne fais pas, parce que j'ai plus le temps. Mais si vous voulez avoir un bon niveau, vous devez vous y coller tous les jours et de la bonne manière. Pour la nutrition, c'est la même chose. C'est pas parce que vous faites une fois une assiette qui va être correcte que ça y est, c'est gagné. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a aussi l'habitude que vous devez changer. Il y a aussi vos croyances que vous devez modifier. Et votre œil que vous devez aiguiser. Vous devez aiguiser votre œil à avoir une assiette normale avec des produits bruts. Parce qu'une assiette avec des produits transformés, ce n'est pas une assiette normale. Ce n'est pas, entre guillemets, une assiette équilibrée. Un bout de steak et un légume peu glucidique, c'est une assiette équilibrée. C'est une assiette qui pourrait être équilibrée pour vous. Donc vous devez aiguiser votre œil pour vous habituer à vous satisfaire de ça. Et aussi, vous devez habituer votre œil à évaluer est-ce que la quantité, justement, avec ces produits-là, vont vous suffire ou non. Et à la fin, ça, plus on avance dans son expérience alimentaire, plus on ne se pose plus de questions. Au début, votre première assiette, vous allez dire, est-ce que j'ai assez? Puis, à force de manger vos assiettes qui vont se ressembler, avec une quantité déterminée, vous allez savoir du premier coup d'œil, est-ce que ça va me suffire ou pas? Et en général, vous ne vous tromperez plus. Vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête. Donc, ce qu'il y a de très très bien avec cette pyramide, c'est que on refait appel au bon sens et à votre instinct. Puisqu'en retirant, la vidéo est assez longue, je ne vais peut-être pas rentrer, vous verrez, vous pouvez aller télécharger là en bas du site, vous pouvez aller télécharger, je vous mettrai le lien, vous pouvez aller télécharger tous les détails, ok, mais ils ont carrément viré le sucre, hein, je crois qu'ils parlent de 10 grammes, donc c'est vraiment résiduel, 10 grammes par jour. Donc ils l'ont relégué, le sucre en tant que tel, ils l'ont relégué aux oubliettes. Je pense que d'ici 5 ans, on dira il ne faut plus en manger. Et on remet sur le devant de la scène les produits bruts qui sont les plus denses nutritionnellement, puisqu'on ne parle plus que d'énergie, mais aussi de nutriments. C'est ça qui est important à comprendre. Et avec ce type de pyramide, ce qui est bien, c'est que vous n'allez plus avoir faim avec ça. Vous n'allez plus avoir faim. Donc avec cette pyramide alimentaire, ce qui est bien, c'est que vous allez faire diminuer votre glycémie, vous allez diminuer votre production d'insuline, vous allez manger des nutriments, des aliments denses en nutriments, vous allez diminuer vos fringales, vous allez libérer un petit peu plus l'accès à vos sources de graisse pour l'utiliser comme source d'énergie. Donc vous allez avoir une énergie plus stable. Bref, c'est vraiment une pyramide de bon sens sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble dans une assiette,
Comment cette pyramide peut se retranscrire dans une assiette et comment ça peut se retranscrire en tout cas sous une logique cétogène, c'est-à-dire où on n'a pas forcément ici cette partie-là et un peu moins de fruits. On a la grosse partie de cette pyramide, il y a juste cette partie-là qui est un peu moins présente. Eh bien je vous mettrai en lien mon compte Instagram. Vous allez voir, je partage des assiettes de temps en temps. J'ai fait il y a quelques jours, une vidéo courte qui explique justement comment ça se retranscrit. C'est vraiment très très simple. La logique de l'assiette est super simple. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour le monde de la nutrition. Et pourquoi donc ça c'est important pour la France? Eh bien c'est que nous on suit souvent à 5 à 10 ans ce que font les États-Unis. Donc si cette pyramide de bon sens reste telle qu'elle est ou s'améliore, ça risque d'arriver chez nous, mais pas tout de suite, parce que nous on est quand même à fond dans la végétalisation, on y va tête baissée. Végétalisation de l'alimentation, simili carné, on voit beaucoup de contenu, on voit des diététiciens et autres vanter les qualités de ces produits alors que c'est de la merde transformée. Bref, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi personnellement, je fais plus confiance à un morceau de viande qui vient directement de la bête, même si c'est pas tout est idéal. Moi j'achète ça chez mon boucher, donc elle est nourrie à l'herbe mais finie au grain. C'est pas idéal, mais c'est 100 fois mieux que de la viande merdique qui ne sort jamais, qui ne pâture pas et qui est nourrie exclusivement au grain et en plus qui potentiellement vient pas de chez nous. Et à mon avis c'est beaucoup mieux que de manger des merdes végétales transformées dont on ne sait pas comment elles ont été cultivées. Et puis ensuite il y a toujours il y a un truc dans l'industrialisation des procédés de fabrication on a du mal à observer les conséquences que ça a. C'est-à-dire dans les processus de transformation, il se passe des choses quand on traite des aliments à grande échelle comme ça, et la qualité se détériore forcément. Donc voilà, libre à vous de voir où vous voulez aller, mais en tout cas, avec cette pyramide, vous pouvez aller en confiance. Et je voulais terminer avec vous, avec ce post que j'ai fait sur l'alimentation équilibrée. Parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, l'alimentation équilibrée, c'est quoi? C'est 45 à 55% de glucides. Et comme je le marque, c'est d'une efficacité redoutable avec les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Et comme je viens de le dire, avec la tendance à végétaliser l'assiette, on va vers encore plus de glucides. Puisque si on végétalise, eh bien, on augmente la dose de glucides dans l'alimentation. Le problème de ça, c'est que les glucides ont un impact, 1 sur l'insuline, 1 sur la glycémie, 2 sur l'insulinémie. Donc pour certains qui seraient intolérants aux glucides, qui vont être plus gros producteurs d'insuline que les autres, ça va poser problème. Et ça pose problème. Et on le voit. Et ces recommandations, souvent, elles sont plus économiques qu'autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la science qui pourrait valider l'intérêt, mais ensuite, quand on met des sources de protéines qui sont bien faites, une alimentation bien cadrée, une hygiène de vie correcte, les deux sont équivalentes finalement. Équivalentes. Donc est-ce qu'il vaut mieux après aller vers de la végétalisation où l'être humain n'est pas forcément designé pour toute cette dose de végétaux, ou vers des produits qu'il est plus censé manger? Encore une fois, libre à vous de choisir. Moi je suis juste là pour vous donner entre guillemets mon opinion de coach et ce que je constate des résultats que ça donne sur les personnes que j'accompagne.
Et donc, dans ce post-là, je marque, donc on va me dire, oui mais Julien, c'est parce que les personnes mangent trop. Donc on va me dire, oui mais Julien, cette pyramide alimentaire, elle ne marche pas parce que les gens mangent trop, parce qu'ils ne bougent pas assez, parce que c'est une question de quantité et de contrôle. Mais on fait comment quand cette pyramide alimentaire bourrée de glucides, elle alimente elle-même le problème, comme je l'ai dit, de glycémie, d'insuline, de fringales, d'appétence pour les produits les plus problématiques, puisque quand on a une alimentation riche en glucides, votre corps énergétiquement va réclamer ce substrat-là. Et donc, il va vous réclamer aussi, puisqu'il a gardé en tête ce que c'est que le Kinder Bueno, la glace, le machin, moindre coup de stress ou quoi, il va vous réclamer ça. Et si vous avez ça dans vos placards, vous êtes mort, vous allez le manger. Ça alimente aussi donc le stockage et l'aggravation de la résistance à l'insuline, pour certains. Et d'autres vont me dire, oui mais la résistance à l'insuline, ça diminue avec le sport. C'est vrai, mais comment on fait quand on est quand même en surpoids malgré le sport? Ou mieux, comment on fait quand tu fais du sport, que tu manges l'assiette arc-en-ciel et équilibrée, et que ça provoque une telle compensation alimentaire qu'au lieu de perdre du gras, tu en prends. Et là, je me base sur une expérience personnelle, puisque ce que je décris là, c'est moi. C'est ce que je faisais avant, je faisais au taquet de sport, et ça m'augmentait en fait mon appétit, mais de manière exponentielle. Et donc je mangeais beaucoup plus de glucides, pas forcément de sucre, mais plus de glucides, ça me donnait aussi de l'appétence pour les produits plus sucrés. Et bref, j'explosais. Alors, je prenais en muscle, parce que souvent quand j'avais ce type d'appétence-là, c'était soit avec la course à pied, soit avec la muscu. Donc je prenais du muscle, mais je prenais du gras. Et j'arrivais à prendre 3-4 kilos assez rapidement. Donc comment on fait quand sur certaines personnes, ça ne fonctionne pas et que ça provoque une compensation alimentaire? Est-ce qu'on continue à s'entêter à faire suivre exactement la même hygiène de vie, ou est-ce qu'à un moment, on revient à la raison et on se dit, ok, il y a peut-être un problème de résistance à l'insuline, donc pour la résistance à l'insuline, oui, il y a le sport, oui, il y a le ratio oméga 6, oméga 3, oui, il y a le stress, oui, il y a le sommeil, mais il y a aussi la dose de glucides. La dose de glucides que vous mettez dans le cornet et de fructose aussi. Parce que si vous n'arrivez pas à vider vos stocks et que vous mangez de longue des glucides et des fruits, vous engraissez le foie en plus. Et si on engraisse le foie, on sait que c'est corrélé à l'insulinorésistance. Enfin, c'est le système qui s'auto-alimente. Donc, est-ce qu'on ne sort pas à un moment de cette logique-là qui semble ne pas fonctionner pour certains? Si ça fonctionne pour vous, restez sur votre truc, pas de souci. Mais si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut changer les choses. Et donc, comme je le dis, donc à un moment donné, il faut prendre conscience que la progression du surpoids chez les adultes et chez les enfants, du diabète de type 2 et des foie gras, eh bien, elle s'est faite dans le cadre de ces recommandations alimentaires. Et si les gens ne sont pas capables de tenir ces recommandations, qu'ils perdent le contrôle en les suivant, comme je vous l'ai expliqué, qu'ils ne sont pas capables de se limiter, eh bien, il faut peut-être qu'on les remette en question. Et là, bon, j'ai encore fait, je me fais les questions-réponses, on va me dire, ouais, mais Julien, ta solution simpliste, on la connaît, c'est le cétogène. Eh bien, oui. Parce que si l'alimentation équilibrée, elle n'a pas fonctionné, que vous vous êtes fait toutes les diètes inimaginables, sauf celle-là, en fait, que vous êtes fait l'IGBA, que vous êtes fait Weight Watcher, faible en calories, c'est-à-dire que vous avez fait des régimes hypocaloriques, et que vous êtes buté à faire l'assiette équilibrée, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai suivies dans mes coachings, des gens qui mangent très bien, qui mangent, Julien, je comprends pas, je mange hyper propre, hyper clean, je suis les recommandations au poil de cul et je perds pas un gramme, j'ai entre guillemets mon cholestérol qui augmente, surtout mes triglycérides, j'ai mon périmètre de graisse abdominale qui augmente, j'ai ma tension qui augmente. Oui, la solution simpliste est pas si simpliste que ça, puisque en fait, il ne s'agit pas de manger une assiette cétogène, il s'agit de comprendre comment ça fonctionne pour une vie, comment ça s'incorpore dans votre cadre de vie et comment vous aussi, vous devez monitorer certaines données pour que ça puisse fonctionner. Votre poids,
vos mensurations, qu'est-ce que vous réussissez, qu'est-ce que vous réussissez pas, monitorer votre comportement, c'est-à-dire quand vous faites un truc de bien, arrivez à comprendre pourquoi vous avez fait bien et le réitérer. Quand vous faites quelque chose de pas bien, arrivez à analyser pourquoi vous avez eu ce comportement-là à ce moment-là, pour pouvoir justement trouver des solutions pour que ça, au prochain coup, ça ne vous arrive pas. Bref, c'est pas qu'une question de changer ses macros, c'est une question dans le cétogène de bien le faire, de le faire avec un spectre de nutriments qui va couvrir vos besoins et de comprendre la logique de ce qu'est une bonne hygiène de vie. On ne s'arrête pas à l'assiette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été un petit peu décousue. J'ai mis une pause à un moment, donc peut-être je me suis répété. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Ça aide à faire vivre la chaîne. Et puis si vous voulez que je vous aide dans votre processus de remise en forme et que vous êtes un cadre ou un entrepreneur de plus de 40 ans qui voulait perdre du poids, récupérer de l'énergie, et bref, obtenir une vraie transformation. Parce que ça, je ne pas de perdre du poids, mais vraiment de transformer son comportement, transformer sa manière de penser et transformer sa manière de voir son hygiène de vie. Eh bien, je vous mets deux choses. Je vous mets le lien vers ma newsletter, si pour l'instant vous avez envie d'avoir plus de conseils. Et si vous voulez que je vous accompagne directement, eh bien je vous mets aussi le lien pour réserver un appel directement avec moi. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.